Salut tout le monde, bienvenue à 3624, le podcast. Aujourd'hui, on reçoit pour vous Chuck Pelletier, qui est détenteur de 4 restaurants de types complètement différents. Il nous parle de plusieurs défis qu'il vit, de comment il s'est rendu jusque-là et de l'importance de ses employés pour lui et de son équipe. Exact. Chuck a aussi quelques projets dans le monde de l'immobilier. Donc, bref, comme Camille dit, il est très impliqué dans sa région. Puis, il y a vraiment le bonheur des gens au cœur de tous ses projets. Puis, je trouve que c'est inspirant. Ça paraît que c'est vraiment ça, sa passion de faire plaisir aux gens et tout. Exactement. Bref, on vous souhaite un très bon épisode. Bonne écoute! Allô, Chuck, comment ça va? Salut les filles, ça va bien, merci. Vous autres? Ça va bien. Merci d'avoir pris de ton temps super précieux pour revenir nous rejoindre à Montréal pour le podcast aujourd'hui. Oui, je suis super content. Merci de l'invitation. Oui. J'ai hâte. Ouais. C'est ton premier podcast? Mon premier podcast, oui. C'est parfait. On aime ça, les baptêmes. Donc, parle-nous de tes débuts en entrepreneuriat. Comment ça a commencé pour toi? Comment ça a commencé? Tout. Tu peux commencer peut-être en fait avec ton parcours, vraiment retourner dans tes premières expériences entrepreneuriales. J'ai fait du ski, de la course de ski quand j'étais plus jeune. Il y avait des activités de financement, il fallait vendre des billets. C'était moi qui vendais les billets, fait que je m'occupais de ça. Là. J'allais au bar, au slalom pub, puis ceux qui avaient de la misère à vendre le billet venaient me voir, puis je m'occupais de vendre les billets. Je faisais le tour, puis je vendais les billets. Fait que ça a commencé vite de même. Après ça... Donc, on a une petite pause verre d'eau. On est de retour. Donc, tu nous parlais de ta première entreprise, dans le fond, de pelouse. Parce que là, pendant que vous partiez en vacances avec les parents, tu te faisais remplacer par d'autres pour que ça continue de fonctionner, ton entreprise à 14 ans. Oui, exactement, c'est ça. Ma mère, ça, elle trouvait, je voulais travailler au métro, parce que mes chums travaillaient au métro. Je voulais être emballeur au métro comme le reste de mes amis. Puis là, je demeurais à Harford, puis ça faisait quand même un peu de transport, aller travailler. Déjà que mes parents nous supportaient vraiment dans tout ce qui est les sports, là, on joue au soccer, tout ça. Puis j'ai 2 petits frères, fait que ça faisait pas mal de transport. Finalement, j'avais demandé à mon grand-père, qui était voisin de chez nous, de chez mes parents, puis j'ai demandé d'emprunter son tracteur pour l'été. Puis en échange, je faisais sa pelouse. J'étais avec 2 amis là-dedans, puis on avait, je sais pas, là, entre 15 et 20 contrats de pelouse. Puis quand... À 14 ans, quand mes amis partaient en vacances, ou les amis avec qui j'étais là-dedans partaient en vacances, on avait d'autres amis qui venaient nous donner un coup de main pour faire les contrats qu'on avait, les engagements qu'on avait pris avec des voisins du coin. Est-ce que tu as toujours eu comme la fibre entrepreneuriale en toi, ou c'est une carrière qui s'est dessinée avec le temps, tu sais, quand tu étais jeune? Moitié-moitié. J'ai eu une première vie à l'école où j'ai voulu faire du ski. J'étais impliqué assez sérieusement en ski. J'ai rapidement été comme en charge du club de compétition Harford. Je me suis promené un peu. Puis à un moment donné, parallèlement à ça, j'aimais ça avoir des blocs appartements. Puis je regardais, je fouillais, je magasinais ça. Puis à un moment donné, là, il y a eu 2-3 déclics. Puis j'ai souhaité plus me diriger vers l'entrepreneuriat en entreprise au lieu de continuer pas ma carrière d'entraîneur de ski alpin, mais j'étais dédié là, en ski là, jusqu'à 28 ans à peu près. OK. Puis là, moi, j'ai entendu parler que tu avais quand même des techniques pour ramasser ton argent quand tu étais jeune, puis que tu faisais attention, tu avais des ambitions avec ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui. Exemple, quand je faisais des fois, j'allais faire des camps de ski avec des amis, puis là, mon père, je sais pas, il me donnait 300$ pour le séjour, mettons que ça durait 2 semaines, je gardais mes reçus, puis là, j'ai dit, OK, je suis parti avec 300, ça m'a coûté 12$ de bonbons, 20$ de je sais pas trop, puis je ramenais le change à mes parents. Oui. Fait que mes amis, que Chloé connaît, et c'est ça, ils trouvaient ça, ils disaient, hey, comment ça, toi, tu reviens avec l'argent, puis qu'est-ce que t'as fait, les riaient de moi qui faisaient mes comptes quand j'étais, mettons, en Europe. Mais là, tu leur donnais à tes parents, genre, tu le gardais pas pour toi? Non, je leur donnais, fallait que je leur donne. C'est bien fin! Quand même! Moi, je pense que tous les jeunes sont comme, moi, je vais dépenser mon argent en profiter, mais non, je leur donnais. Est-ce que c'est toi qui t'occupes principalement des finances de tes entreprises? Parce que actuellement, es-tu capable de nous dresser un portrait de c'est quoi tes entreprises? Oui, je te dirais que oui, c'est moi, mais pas moi, dans le sens où on a différents partenariats, puis je suis souvent associé dans des différents projets, mais c'est Gabriel qui est associé avec moi, mais qui travaille aussi avec moi, qui tient tout le côté des finances. Là. Lui, il est comptable de profession, là, de formation. C'est principalement tout Gab, mais c'est nous qui fait ce travail-là ensemble pour l'ensemble de nos projets. De vos projets. Puis est-ce que tu peux nous énumérer
C'est quoi exactement justement tes projets? Ouais. Oui. Je suis, il y a 5 ans, j'ai démarré une franchise, Les Enfants Terribles à Magog. Puis, on a eu comme un certain succès dans le sens où il y a eu un certain achalandage. Puis là, quand il y avait des employés clés, moi, je suis pas serveur ni cuisinier. Là. Fait qu'on on a ciblé des employés clés qui travaillaient avec nous. Puis rapidement, eux sont venus vers moi et disaient « Hey, Chuck, c'est cool, on aime ça travailler avec toi, mais on aimerait ça gagner un peu plus de sous, être mieux rémunéré. » Fait que là, je me suis assis avec Gabriel, on a dit « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour être en mesure de garder ces employés clés-là avec nous? » Puis là, la réponse est vite arrivée dans le sens où ça nous prenait un peu plus de volume. Il fallait comme diviser ces coûts-là sur différentes opérations. Fait qu'on on a regardé un peu dans quoi on était comme confortable d'opérer, puis on s'est mis à regarder qu'est-ce qu'on pouvait comme acheter ou qu'est-ce qu'on pouvait redémarrer. Fait on a acheté un restaurant à Bromptonville qui s'appelle Le Principal. Oui, moi je connais. Ouais, j'habitais à côté. C'est un produit qui est un peu différent, mais qui était comme dans la même veine. Là. Ça reste de la restauration. Puis après ça, on a Enfants Terribles, Principal, microbrasserie La Même Frie. Puis dernièrement, on est en train d'ouvrir microbrasserie des Cantons, qui est vraiment pas loin de La Même Frie. Fait que c'est 4 opérantes. Parallèlement à ça, on fait un projet de condo, puis on a des édifices à revenus un peu, quelques portes. Quand tu dis on, c'est avec Gabriel, c'est ça? Ou Gabriel est toujours impliqué là, dans mes choses. C'est dans nos choses, il est toujours impliqué. Puis on a différents partenaires dans les autres différentes opérantes. Mais c'est nous qui, principalement, là, qui s'occupent là, de la démarche de la paye, par exemple, paiement des fournisseurs, les ententes avec les fournisseurs, c'est nous aussi qui s'occupent de ça. Puis pour nous donner une idée, on parle de combien d'employés environ? On fait la paye en saison estivale pour environ 250 personnes. C'est sûr que à Magog, principalement, le volume, il tente à bouger beaucoup. Là. L'été, c'est plus occupé, l'hiver, c'est moins achalandé. Puis, comme on est ouvert 7 jours, on a des employés. C'est pas tous des employés qui sont exclusifs à temps plein. C'est pas tout le monde qui fait 40 heures. Ça fait qu'on a quand même un chiffre de midi, un chiffre de jour, puis des fois un chiffre de nuit. Ça fait que ça fait pas mal de personnes à coordonner. À la fin de la semaine, ça fait qu'il y a, en période estivale, 250 employés. Ouais. Puis qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton domaine, mettons, par rapport à la restauration? Le plus difficile. Je suis pas je suis pas nécessairement le plus grand passionné de restauration, mais je suis passionné de rendre les gens heureux. Là. Le bout d'accueillir du monde qui soit bien chez nous, mais je suis pas le parfait gastronome. Là, puis les restaurants dans lesquels j'opère, notre rayon d'opération, le spectre dans lequel on opère, c'est pas nécessairement de la grande gastronomie, mais c'est des assiettes à plus grande portion. On veut avoir le sentiment que les gens ils manquent de rien, ils viennent chez nous puis sont heureux, c'est copieux. Ce que je trouve le plus dur, ça serait que ultimement, on a 4 restaurants, puis je peux pas être partout dans les 4, être présent comme je voudrais dans les 4. Ce que je trouve le plus dur, c'est de transmettre cette culture-là. En même temps, c'est ça le plus dur, mais c'est ça qui est un peu motivant aussi. Là. Je suis heureux à chaque fois que je vois les gens avec qui je travaille, de leur partager qu'est-ce qui me rend fier d'accueillir des gens chez nous, là, c'est que les gens ils partent, qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien servis, que ça a été vite, puis que la bière soit bonne, puis que le vin soit à leur goût. Puis, oui, je comprends. Je pense que c'est comme un gros défi pour les entrepreneurs parce que souvent, si tu es entrepreneur et tu as ton entreprise, c'est parce que tu donnes à 100%, tu offres le meilleur service que toi, tu es capable d'offrir. Fait que des fois, de faire en sorte que ça se retrouve partout, comme toi, tu peux pas être partout en même temps, c'est quand même un gros défi. Parce que, être gestionnaire, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé là, sur des terrasses l'été. Quand je donnais pas de cours de ski, j'étais pas mal en restauration. Puis ça, j'ai aimé ça, avoir des équipes, être là. Là, j'ai un rôle où j'essaie de coacher des gestionnaires. Ça, c'est un défi. C'est tout ça le plus dur. Là. Je sais pas si c'est ça le plus dur, mais c'est le plus grand des défis dans lequel j'ai en ce moment. C'est de donner des outils à des gestionnaires pour que ça soit efficace puis que, ultimement, ça se reflète auprès des clients qu'on accueille, qui viennent chez nous. Mais je peux comprendre parce qu'en salon, nous, c'est ça. Les gens viennent voir. Il y a des clientes qui disent « Je viens chez Camille encore. » Mais non, c'est euphorique. T'es pas chez Camille, t'es chez Euphorique, mais de transmettre ça à d'autres, c'est vraiment un énorme défi. Là. Fait que je peux comprendre 100%. De partager une culture de comment toi t'es, comment t'accueilles les gens. Mais en même temps,
faut leur laisser la place, mais en même temps, il y a comme des choses qu'on peut pas laisser aller. Donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans qui est vraiment pas évidente, là. Oui, vraiment. Puis tes stratégies en entreprise, ils sont différentes d'un projet à l'autre. Fait que comment tu as appris à comme justement monter des structures différentes selon... Ouais, ben, la structure opérationnelle, elle se ressemble pas mal. Là, dans ce que nous, on exploite comme entreprise, là, ça prend un certain volume avec souvent un chef, un sous-chef, un directeur ou une directrice, puis un ou deux gérants, assistants-gérants, responsables de salle à manger. Ça, la structure, elle se ressemble pas mal dans ce qu'on opère là, à chaque succursale ou à chaque entreprise. Par contre, les produits sont différents un des autres. T'sais, c'est sûr que la facture moyenne n'est pas identique, dans le sens où elle tend à varier un peu. Par exemple, microbrasserie, c'est plus de la bière, c'est plus un pub de quartier, c'est très enraciné dans la culture locale. Enfants Terribles, c'est plus un produit montréalais, on pourrait dire. C'est une jeune franchise qui est déménagée un peu de Montréal pour venir à Magog. Fait que le produit est un peu différent. Fait que c'est des produits complémentaires, puis idéalement qui se cannibalisent pas trop, dans le sens où, tu sais, on souhaite pas que remplir la microbrasserie pour vider les Enfants Terribles, par exemple. On veut avoir des produits qui sont complémentaires, qui ont des vocations, qui vivent un peu différemment. Ça, c'est sûr que c'est important, c'est des choses que je regarde. C'est rare que les gens aiment aller manger 7 jours de fil au même restaurant. Des fois, même si tu aimes ça, ben, tu as le goût d'essayer d'autres choses, d'avoir un produit un peu différent. Puis c'est pour ça qu'on a des produits très proches. On a 3 restaurants situés à distance à pied, là, quand même à 500 mètres. Ils viennent tout un à côté de l'autre. Mais c'est des produits qui sont complémentaires, qui idéalement se cannibalisent pas trop. Est-ce que tu choisis, comme, mettons, quand tu achètes un nouveau restaurant, ben là, je parle comme si tu faisais ça souvent, mais tu sais... Ben quand même, dans la dernière année exact, ou 3, 4 dernières ben, années. c'est ça, tu sais, quand même, t'es impliqué dans 4 projets de restauration. Est-ce que tu y vas avec comme, oh, ça, genre, ça me ressemble, ça me rejoint à moi, genre, dans le sens que j'aime ce restaurant-là, ou c'est plutôt comme, le projet m'intéresse, fait ou c'est un juste milieu? Il y a quelques paramètres que je regarde. Il y a des choses que je sais que je ne suis pas capable de faire. Il y a des choses que je sais que je suis capable de faire. La plupart des restaurants qu'on a, on a un certain volume d'alcool. À l'exception du principal, ça tourne autour de, sur 100 $ dépensés, c'est peut-être 35 $ d'alcool puis 65 $ de nourriture. Ça, c'est un ratio qu'on regarde. Dernièrement, on a fait des acquisitions où on était capable d'avoir l'immeuble en détention, parce qu'on était capable d'acheter l'édifice. À l'exception d'Enfants Terribles, c'est ce qu'on a fait pour les autres projets. Fait que ça, c'est des éléments que moi, je regarde. Puis, il y a un certain volume de nombre de clients qu'il faut accueillir par semaine pour que que notre structure dans laquelle nous, on souhaite continuer d'opérer, on fasse le move. Fait que des restaurants à plus faible volume, moi, je suis pas capable d'opérer ça. C'est trop... il n'y a pas assez de marge, il n'y a pas assez de place. Ça rentre pas dans la structure. Non, je ne suis pas capable, j'y arrive pas. Moi, je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas serveur. C'est ça, tu ne pourras pas changer, comme tu dis, comme si tu étais cuisinier, peut-être que tu pourrais changer la recette. C'est des places que j'adore fréquenter. Là. Je suis curieux, je m'inspire de toutes ces places-là, puis c'est souvent des passionnés là, ou des artisans qui sont derrière leur métier puis qui font des super choses, mais moi, c'est pas la structure que je suis capable d'exploiter. Là. Mais je pense qu'il y a toutes sortes d'entrepreneurs, mais surtout comme il y a justement l'entrepreneur qui est comme vraiment passionné de le projet. On le répète souvent, mais c'est tellement vrai. Du projet en tant que tel. Exemple, le chef cuisinier qui a ouvert son resto, puis tu sais, c'est peut-être pas si payant, mais comme il est tellement passionné que c'est lui qui rentre pour travailler dans la cuisine. Ou ça devient payant pour lui parce qu'il est là et il est capable de le faire. T'sais, moi, j'aimerais ça dire je suis capable de le faire. Je suis pas capable. C'est ça. Puis, exact, il y a justement l'entrepreneur qui aime les projets. Oui, exact. Moi, j'ai une question. Comment tu fais pour approcher un restaurateur? Est-ce que c'était des gens qui étaient clairement à vendre ou toi, tu es allé les voir, tu es comme, nous, on est un groupe, on veut offrir plus puis on veut vous acheter? Comment tu gères ça? Le principal, c'est un courtier qui m'a approché. Okay. C'est un gars que je connaissais qui avait un pocket listing, là, comme une mise en marché, mais pas affichée sur Centris. Oui, c'est ça. Lui, il a sollicité quelques personnes, puis il est venu me voir, puis on l'a regardé, puis après ça, on a décidé de s'embarquer.
Après ça, la microbrasserie, c'était un appel d'offres. C'était une firme d'avocats qui avait mis ce processus-là de mise en vente. Puis, comment c'est arrivé, là, la dernière acquisition, c'était une grosse acquisition pour nous, là, la Memphrey. Puis juste en face de la rivière, je ne sais pas si vous voyez c'est où, là, juste en face de la rivière. Je le vois pas tant Moi, que ça. oui, là, je connais ma gueule. Juste en face de la rivière, ce site-là était à vendre. Puis on a acheté ça pendant le COVID. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le COVID, tout le monde les restos, ça allait pas, là. shortait un peu les restaurants. Puis je trouvais juste que la métrique, la fondamentale immobilière était bonne. Je vendais des condos. J'ai fait un projet de condo en même temps. Puis on vendait des condos à un prix de fou. C'était la ruée vers l'Estrie. Les gens, les taux d'intérêt étaient bas. Puis tout le monde avait comme de l'appétit pour une résidence secondaire en Estrie. Qu'on vendait ça des super prix. Puis là, je me disais, tu sais, j'avais le sentiment de mettre tous mes œufs dans le même panier à Memphrey. Puis de l'autre bord de la rivière, il y avait un super site qui était peut-être supérieur au site de la Memphrey avec du stationnement, 3 quais sur la Memphrey, deux potentiels. Fait que j'avais comme un peu le bras dans le tordeur. Je me dis, je pense qu'un jour, ça va revenir. Puis c'est comme ça qu'on a acheté ce site-là. Je viens d'avoir un flash, c'est vraiment proche. Là. Dans le fond, tu as la micro, face de l'autre. Tu as vraiment le petit pont, là, tu passes le pont, puis c'est là. Ça s'appelait pas Benito? Oui, c'est ce site-là. OK, c'est ça. OK, fait que c'est vraiment plus proche que je pensais. Là. Benito puis Pop du Pont, c'est le même bâtiment, OK. le même espace de cuisine. Il y a deux lignes, là. Il y a deux sorties d'assiettes, mais c'est issu de la même cuisine. Benito, on va ouvrir le 15 décembre, fait qu'on est en finalisation des travaux. Puis Microbrasserie des Cantons, ben ça, c'est en opération depuis le 1er juillet. Wow. Ouais, puis c'est quand même un gros move là, d'oser acheter genre quelque chose si près d'une de tes entreprises, mais t'avais comme... Ben pas que t'avais pas tant le choix, t'avais définitivement le choix, mais c'était un bon move parce que ça aurait pu être de la compétition majeure qui s'installe là. Puis là... Oui, puis ça cadrait aussi dans les paramètres de ce qu'on est confortable ou qu'est-ce qu'on connaît ou qu'est-ce qu'on est capable d'exploiter. Là. Ça cadrait dans le volume, la superficie. On était capable d'avoir le bâtiment. Tout ça ensemble, ben, ça faisait du sens pour nous, puis on a foncé dans cette aventure-là. Oui. Puis je sais à quel point les gens, c'est important pour toi, puis tout. Qu'est-ce qui te distingue d'un autre employeur? C'est une bonne question, hein? Ben écoute, là, est-ce que tu penses que tu as une approche différente avec tes employés? Mettons, par rapport à ce que tu as vécu en restauration dans le passé aussi, ça peut te... Oui, ben c'est sûr que c'est ça. Tu sais, comme je vous ai dit tantôt, là, tu sais, j'aime que le monde soit heureux en venant chez nous. Là, tu sais, je suis pas le plus grand gastronome ou tout ça, mais j'aime vraiment que les gens viennent chez nous et soient heureux. Là, tu sais, j'aime ça aller placoter, salut, êtes-vous correct? Par rapport aux employés, j'essaie de dire bonjour à tout le monde. C'est rare, je suis encore pas full à l'aise de prendre la porte principale pour rentrer au restaurant. Je passe tout le temps par la cuisine. Je fais le tour, j'essaie de dire salut à tout le monde. Je connais le nom de pas mal tout le monde. C'est sûr que quand il arrive, là, je m'adapte un peu. Là. Des fois, ça m'arrive 2-3 fois de dire « OK, rappelle-moi ton nom », mais j'essaie de dire bonjour à tout le monde. J'essaie d'encourager aussi. Là, notre staff, on essaie de mettre de l'avant... ceux qui vont à l'école, ben, on essaie de leur donner le congé le plus possible. On essaie d'être à l'écoute de la réalité actuelle qui fait que tout le monde a un peu un horaire. Là, c'est pas juste l'horaire du travail qui est à considérer ou qui est à combler. Fait on essaie... on a quelques initiatives. Là, c'est sûr qu'on a certaines activités staff qu'on fait 2 à 3 fois par année. On a une passe de saison corporative à Orford. Fait que à tous les jours, on a un foursome de golf que les employés ils peuvent s'inscrire sur un Google Drive, puis ils bookent la passe, puis ils vont soit jouer au golf, faire du ski la fin de semaine. À part de ça, on partage le prix staff à travers les établissements. C'est ça. Ça fait c'est difficile, hein, quand même, de dire comme, justement, toi, si on te demandait qu'est-ce qui distingue d'un autre employeur. Ben, il faut carrément que tu te vantes, là. J'essaie de les faire avec eux. Mais c'est des beaux avantages, ultimement, là, si eux sont pas là, moi, je travaille pas là. Ça part de eux, là, si eux sont heureux, si eux ils ont le goût de travailler avec moi. Qu'est-ce que je suis super fier, c'est les Enfants Terribles, ça a fait 5 ans, le 25 juin, à Saint-Jean. Puis on a plusieurs personnes qui sont avec nous depuis 5 ans.
C'est hot, ça. Ouais, c'est en beau. restauration, cool. parce que... Je pense, tu sais, des filles là, qui sont avec nous, là, Sarah est enceinte, là, puis tu sais, elle m'avait dit, un jour, Chuck, je vais être enceinte, puis je vais être hôtesse chez vous. Puis là, ben, elle est enceinte, puis elle fait des chiffres d'hôtesse. Tu sais, fait, C'est hot. ouais. Puis tu sais, je suis vraiment content d'avoir. Donc, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par Euphorique. Oui, donc, comme vous savez, on a changé notre concept un peu et on offre maintenant un cadeau à notre invité. Donc, aujourd'hui, Chuck, on t'offre un shampoing pour que tu délaisses à tout jamais ton Dove. C'est terminé maintenant. C'est vraiment un shampoing classique pour hommes. Il est vraiment bien balancé en termes de pH, ce qui veut dire que tu développeras pas de pellicule, pas très fort, pas très parfumé. Donc, tu vas juste apprécier plus laver tes cheveux maintenant. Puis, l'odeur est très masculine, super appréciée. Tu peux laver également ton corps avec aussi. Tu peux te faire. Tu peux peut-être même laver ton char. Ça fait plaisir. Bon épisode. N'oubliez pas aussi le code promo si vous venez en boutique. Vous avez un 20% de rabais en mentionnant le code 3624, le podcast. Parce que le pourcentage en restauration, je sais pas c'est quoi, là, mais c'est le pourcentage de rétention de personnel. Je sais que c'est le plus gros défi actuellement dans beaucoup de sphères, mais si vous en avez encore, c'est vraiment hot. Il y en a aussi, tu sais, j'en ai qui sont avec nous de façon carriériste, puis il y en a aussi qui sont avec nous pendant leurs études, puis on essaie de faire de concilier tout ça, là, tu sais, où il y a des gens plus engagés, que c'est leur carrière, puis après ça, il y en a aussi qui sont, on le sait, sont là plus les soirs, la fin de semaine, pendant qu'ils sont aux études, puis un jour, ben, ils vont terminer leurs études, puis ils vont peut-être aller dans une prochaine carrière ou vont suivre, aller travailler dans le domaine de la formation qu'ils ont suivi. Oui. Puis, est-ce qu'il y a une raison, mettons, pourquoi c'est aussi important pour toi? Parce que tu as travaillé en restauration avant d'avoir toi-même des restaurants. Fait y a-t-il des choses qui t'ont comme marqué ou c'est juste par rapport à comme le genre de personne que tu es, c'est important pour toi? Par rapport à la personne que je suis, j'ai eu des super patrons dans la restauration, dans les endroits où j'ai travaillé, qui m'ont donné plein de liberté, qui m'ont montré plein d'affaires. Mais je pense, c'est en dedans de moi, là, je veux dire, j'aime ça rire, j'aime ça rendre les gens autour de moi heureux, puis pas faire ça trop compliqué. Ils se sentent bien, dans le fond. Là. Ouais. Parce qu'un milieu de travail, on est là quand même beaucoup. Tu sais, pour les gens que c'est leur carrière, ils sont là 40% de leur temps, 50% de leur temps et plus. C'est agréable, j'avoue. Exactement. C'est super important. Puis qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne de ton métier, là, justement? Les gens, là, je pense. Rencontrer du monde, je trippe. Faire des projets, je trippe aussi. Là, je suis content. Plus particulièrement les produits plus craft. Là, la bière qu'on fait, Eric, là, le brasseur qui est avec nous, là, c'est un gars vraiment fantastique, là, rempli d'idées, puis il souhaite vraiment partager son métier. Fait que, tout ce qui est les vins, là, les nouvelles tendances aussi, c'est cool, les vins nature, toutes ces choses-là, les produits un peu raffinés, craft, là, ça j'aime ça là, de mon métier. Puis passer du bon temps avec des amis puis avec des clients, ça, c'est le bout qui me parle le plus. Oui, puis tu es beaucoup impliqué aussi, comme justement, dans la région de Magog. Là, je pense c'est l'hôpital. La fondation de l'hôpital. Oui, la fondation, exactement. Bien, quand je donnais des cours de ski, c'était un organisme à but non lucratif, avec la structure de gouvernance, avec un conseil d'administration. Puis moi, je me rapportais au président du club. J'étais comme le directeur général, entre guillemets, là, ou entraîneur-chef. Puis, ben, j'ai tout le temps... J'étais curieux, puis j'aimais ça, apprendre de ça. Là. Puis, je me suis impliqué à un moment donné dans le comité des événements à la Fondation de l'hôpital. Puis, une année ou deux, on a organisé des événements pour faire des levées de fonds. Puis, il y a eu une ouverture sur le conseil d'administration. Puis, la dame qui est en charge de ça, ben, elle m'a offert de m'impliquer. Puis, je suis content. J'ai des entreprises dans le public puis dans les commerces de détail. Là, il y a du monde qui passe quand même dans nos restaurants. Je trouvais ça logique. Je suis content de m'impliquer et de dire que j'ai un impact pour bonifier les services de soins de santé qui sont disponibles dans notre région. Là, l'impact est quand même direct. Là. Ça vient aider les citoyens de ma ville, la région à avoir des meilleurs soins. Fait que ça fait mon affaire, j'étais content. Puis, c'est quoi que tu fais concrètement pour ça, mettons? Concrètement, je participe au conseil d'administration. Ouais. Il y a une certaine gouvernance, il y a des orientations qu'on prend. Il y a une dame qui s'occupe d'organiser des levées de fonds. On l'accompagne un peu là-dedans là, de façon bénévole. Quand il y a des événements, j'essaie de m'impliquer, de participer. Concrètement,
c'est quelques meetings puis des événements. OK. Mais est-ce que tu fais, mettons, des événements genre dans tes restos? On a à l'occasion certaines levées de fonds où OK. on participe, on est appelé à collaborer, de la bière, ou on vend des billets, ou des fois on organise des choses directement au restaurant. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu penses que c'est en ce moment ton plus grand défi professionnel? Mon plus grand défi professionnel, c'est... j'ai pris des grosses bouchées peut-être dernièrement, puis là j'essaie d'avoir une petite structure où je suis capable d'envoyer de l'information qui... Sans l'envoyer, sans la faire copier-coller, là, je souhaite être capable de mettre en place un drive où il y a un partage d'informations qui est plus efficace. Ouais. Puis de donner des outils à tous ces gestionnaires-là, là, puis moi, de cheminer là-dedans, cette croissance-là, elle vient avec un certain défi. Puis j'ai pris plein de grosses bouchées, puis là, il faut que je les mange comme il faut. Là, mais ouais. Tes bouchées, tu veux dire tes acquisitions ou tu veux dire d'autres choses en plus? Parce que là, j'étais comme, OK, il y en a beaucoup. Là. Non, mais je souhaite qu'il y ait des synergies. Là, puis je souhaite que la plateforme, pour être capable d'être efficace, elle soit bien montée. Là, pas juste d'être en réaction, là, mais d'être un peu proactif là-dedans, puis d'être capable d'aller voir des différents fournisseurs, puis de pooler un peu des synergies, des volumes d'achat. Puis je dirais que mon défi en ce moment, il est là-dedans. Là. Oui, mais puis ça me fait un peu penser à, genre, qu'est-ce que tu peux vivre un peu dans le sens que, tu sais, comme plus tu as de gestionnaires qui t'entourent ou plus tu as d'employés, ben là, tu veux t'assurer de pouvoir bien les former, mais là, ça prend du temps. Fait que, tu sais, comme... Ben, en fait, là, moi, c'est plus le défi de communication que je vois. Tu sais, on n'est pas beaucoup, nous, on est 18, puis je vis le défi, fait que j'imagine pas à 250, puis avec les gestionnaires et tout, comment on fait pour bien... Tu sais, formuler les phrases aussi dans les communications pour que ça soit bien compris, puis que tout soit standard, mais en même temps humain, tu sais, pas juste business puis trop cadrant. Je souhaite vraiment que chaque business unit ait son identité. Là, OK. Chaque restaurant, je te donne un exemple, on prend des réservations aux Enfants Terribles, on n'en prend pas à Microbrasserie La Même Frie, puis c'est correct. Je respecte ça. La gestionnaire qui est en place, c'est sa décision. Elle a fait son business case, elle présente ça, puis elle est plus efficace dans sa manière de le faire, puis je souhaite que ça reste comme ça. Par contre, il y a des gains, puis il y a de l'efficacité à avoir dans le back-end un peu. Ça, c'est un petit défi pour moi de packager ça. Puis je dis moi, mais pour nous, là, d'être efficace, puis de ne pas complexifier la tâche. Tu sais, ce que je veux, c'est que ça soit efficace pour les gestionnaires qui sont en place, puis qu'ils puissent garder l'authenticité puis l'identité qu'ils ont de chacune des marques. Je sais pas, c'est clair comment Oui, je c'est dis vraiment ça? clair. C'est juste que je relate beaucoup parce que moi, je me suis dit qu'en janvier, j'allais m'asseoir pour écrire un livre avec tout ce qui était dans l'entreprise pour que les nouvelles, ils se sentent bien soutenus parce que souvent, un nouvel employé qui arrive puis qui manque d'informations sur l'entreprise ou quoi que ce soit, il se sent perdu. Il manque de confiance, mettons, à l'entreprise ou quelque chose. Nous, on le vit beaucoup en coiffure, là. Ouais, mais... La personne arrive puis elle n'est pas au courant de telle affaire, mais parce que c'est pas écrit nécessairement by the book, puis c'est ça. Ben, puis ce que j'allais dire, c'est que, mettons, pour toi, c'est encore plus intense parce que dans la restauration, ben, t'engages, comme, tu sais, dans l'été, tout ça, t'as plus d'employés, t'as des étudiants, t'as des gens qui c'est leur carrière. Fait en fait, c'est comme quasiment personnalisé à, ben, pas nécessairement à chaque personne, mais tu sais, comme, est-ce que tu vas vouloir, tu sais, comme, dans le sens que toi, les gens qui viennent travailler au salon, c'est pour faire carrière. Oui, fait que c'est tu toutes veux des vraiment carriéristes. leur faire une formation complexe par rapport à c'est quoi euphorique. Les gens qui viennent travailler dans tes restaurants ou travailler pour une de tes entreprises, ben là, c'est comme tu veux leur donner tout ce bagage-là pour qu'ils comprennent l'entreprise, mais en même temps, ils vont peut-être travailler pour toi 6 mois, là, tu sais, le temps de leur aider. Fait que ça tu sais, comme, comment tu gères ça de... Ben, ça, c'est les gestionnaires qui sont en place qui engagent ces gens-là qui viennent de façon plus temporaire. Là, pour moi, le défi, c'est de donner des outils aux gestionnaires, principalement. Tu sais, ce que je veux surtout pas, c'est avoir une structure trop ferme puis que les marques ils perdent de leur identité. Tu sais, ça, c'est la dernière affaire que je souhaiterais, c'est que tu sais, ça vienne partout pareil. Tu sais. Exact. Par contre, je veux avoir une certaine structure qui permet de quand je parle à un fournisseur, ben, de regrouper mes achats puis que ça se ressemble pas mal. Que le back-end, il y a un certain standard dans le back-end. Fait que je veux qu'administrativement, je souhaite qu'il y ait certains standards administrativement
puis que ça laisse de la place aux gestionnaires d'être authentiques. Tu sais, ça reste que j'ai pas un Saint-Hubert, là, tu sais, puis il y a plein d'affaires d'un Saint-Hubert puis d'un McDo que je trouve exceptionnel, mais c'est pas là-dedans que moi j'opère. Fait que c'est un peu là mon défi, là, d'avoir une certaine rigueur, puis en même temps que ça soit aussi craft puis authentique. Ouais. C'est vraiment un gros défi. C'est un énorme défi, c'est vraiment difficile. Genre déjà, mettons, une entreprise qui grossit, souvent, ils cherchent à uniformiser le tout, tu sais, uniformiser toutes leurs nouvelles succursales, tu sais, selon le domaine. Mais comme pour toi, c'est justement, c'est zéro ça, parce que c'est tous des restaurants différents, fait que c'est d'outiller le mieux possible tes gestionnaires pour que, comme tu dis, ça reste authentique, mais qu'en même temps, en haut, ça se rapporte à avoir une structure puis un fonctionnement comme plus, tu sais... Ça me fait juste penser à notre code vestimentaire, mais version fois 1000, parce que le code vestimentaire, je veux qu'on soit libre, qu'on s'exprime, on est des coiffeurs, on est des artistiques, tout ça, mais en même temps, il faut avoir l'air professionnel. Mais là, pour une, c'est ça, être professionnel, pour l'autre, c'est ça, mais tu veux laisser vivre ça, tu sais. Ouais. Imagine ça à vraiment plus grande échelle, c'est clairement un gros challenge, mais je suis sûre que tu vas trouver. Est-ce que tu as des coachs, des mentors pour t'aider? Oui, j'échange avec... j'ai plein d'amis un peu plus vieux qui m'aident, avec qui j'ai des échanges. Puis, Est-ce qu'ils sont dans le même domaine? Ma franchiseur à Montréal, Les Enfants Terribles, c'est une franchise. Oui. Puis Francine et Serge, oui, j'ai des échanges avec elles souvent. Puis j'ai des partenaires avec qui j'échange beaucoup aussi. Oui, c'est ça. Parce que, mettons, les Enfants Terribles en tant que tels, il y a combien de restaurants Enfants Terribles? 2, 3? Il y a 5 corporatifs, puis il y a 2 franchises, total 7. C'est quoi la différence entre corporatif et franchise? Corporatif, c'est que c'est ma franchiseur qui détient. C'est comme la maison mère qui les a à eux. Oui, exactement. OK, ouais, parce que des fois, ça peut être mélangeant. Y a-t-il des gens... Ben, il doit y avoir des gens qui pensent que tous les Enfants Terribles sont à toi à cause que tu es celui de... Non. Moi, je suis juste impliqué dans celui de Magog. Exactement, juste Magog. Juste celui de Magog. Puis les autres, sont-ils tous à Montréal ou? Oui. Ouais, les autres sont tous sur l'île. OK, parfait. Puis, décris-nous, mettons, une journée typique dans ta vie. Je sais que, tu sais, c'est jamais parfait. Ouais, c'est ça, mais ça ressemble à quoi ton quotidien, en fait? Le jour, je suis principalement au bureau. Puis, les soirs, j'essaie d'être au resto. OK. Ouais. Fait qu'au bureau, genre, vous avez... on a un bureau. Dans le fond, tous les services administratifs, on les poule dans on loue des bureaux là, où on a comme un service de comptabilité. Il y a une dame au marketing avec nous. Puis il y a un monsieur qui est sur la route qui fait les entretiens-réparations. Okay. Lui, il fait les appels de service pour tous les équipements des restos, dans le fond? Ouais, des fois, ça allait vite. Là, un plombier, quelque chose de brisé, bloqué. Ouais. Mais c'est là que ça devient le fun d'en avoir plusieurs parce que au lieu de payer comme tout le temps une personne plus cher, ben là, tu as une personne que tu engages pour tout. Fait que c'est là que tu deviens gagnant en avoir plusieurs dans le même secteur. Il y a des choses qu'on fait pas là, quand même. Là. Il y a des choses... je ne vais pas dire plus majeures, mais il y a des choses où on délègue de la connaissance ou de la compétence à d'autres personnes plus spécialisées que nous. Mais Dominique, la personne qui était avec nous, là, il travaille super fort. Puis c'est comme le sauveur de tout le monde. Quand les gars ou les filles ont un problème, là, quand Dominique arrive, là, ça se met soudainement à bien aller. Ils sont contents de le voir. Oui, il est pas mal apprécié. C'est rare qu'il paye sa bière, lui. C'est ça. Puis tu dis, mettons que le jour, tu es au bureau, le soir, tu es au resto. Est-ce que tu arrives à trouver une balance entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Non, vraiment, je manque de rien. Je suis privilégié. J'aimerais ça bouger un peu plus. Des fois, je trouve que les frites sont proches, puis le verre de vin est proche, mais sinon, non, je suis particulièrement chanceux, puis je mène une bonne vie, vraiment. Oui, mais parce que en fait, dans un sens, ta vie personnelle, tu la retrouves un peu quand tu vas au resto, j'imagine, parce que tu as contact avec du monde, puis souvent tes amis, tu sais, je mettons justement quand je vais avec mes parents aux Enfants Terribles, là, on te croise, puis tu sais, c'est là que tu retrouves ton... Ben, pas juste là, ta mais... vie sociale. Oui, c'est ça. Tu t'es pas enfermé... Même si c'est ton travail, t'es pas comme enfermé dans un bureau à rien faire le soir. Non, là, je croise beaucoup de monde quand même d'une journée. Oui, c'est sûr. C'est ça, OK. Puis, est-ce que... Ben, pas est-ce que... T'as des associés. Comment tu gères ça? Est-ce que c'est comme pareil partout? J'imagine que non. Non, il y a des projets où je suis seul. Puis il y a des projets où on a d'autres actionnaires, mais c'est sûr que je disclose ou je communique là, les
les participations que j'ai dans les autres projets. Là, la restauration, là, il y en a dans lesquels j'ai les mêmes partners, d'autres que j'ai pas les mêmes partners, mais comme je vous expliquais un peu tantôt, c'est des produits à vocation un petit peu différente. C'est des produits complémentaires qui, idéalement, se cannibalisent pas trop. Comment je gère ça? L'administration, c'est nous qui le faisons. Mes autres associés dans les différents projets sont moins en restauration que moi. OK. C'est souvent, pas souvent, mais toujours, c'est des partenariats stratégiques. T'sais, moi, j'apporte quelque chose, eux, ils apportent quelque chose. Puis c'est comme ça qu'on opère. Fait qu'habituellement, c'est comme plus ton équipe qui prend le chapeau de la gestion des opérations. des opérations. Ouais. Entretien et réparation, c'est nous. Marketing, c'est nous. Comptabilité, c'est nous. Fait que tout ce qui est la paye, la déclaration des pourboires, le paiement des fournisseurs, l'embauche des fournisseurs ou la démarche de fournisseurs, c'est nous. La construction, c'est plus souvent moi, bien que c'est arrivé qu'on l'a délégué à des entrepreneurs où c'était plus leur métier. Là. OK. Puis est-ce que tu trouves ça difficile des fois, ce genre de collaboration-là? Des fois, on a des défis, mais je suis chanceux. J'ai des super partenaires. Puis, j'ai des super partenaires dans tous nos projets. J'imagine que vous avez des contrats aussi notariés quand même, avec des avocats. Convention d'actionnaire. Ouais, hein? J'ai un notaire avec qui je travaille, puis une firme d'avocats avec qui je travaille, puis on a des conventions d'actionnaire. Ouais. Parce que là, je retourne en arrière, mais comme ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un entrepreneur qui entre sur le marché de l'entrepreneuriat. Comme ça doit être difficile d'apprendre toutes ces choses-là, genre justement d'apprendre que, OK, il faut que tu aies contrat notarié, apprendre toutes les techniques de... Mais si tu t'entoures bien, les gens te le disent. Moi, je sais que quand j'ai acheté Euphorique, c'était comme, là, c'était quelqu'un, ça te prend prend une convention, ça te prend ci, ça te prend ça. Tu fais des erreurs, là. Mais c'est sûr que si tu es bien entouré, je pense que ça va bien quand même. Oui, là, ça fait quand même quelques années. J'essaie d'être loyal avec les gens avec qui je travaille. Ça l'aide beaucoup, là, puis il y a comme une récurrence, là, où je suis capable de dire dans mes mots, je veux me prévaloir, me prémunir de telle situation, comment tu le ferais? Puis j'ai des partenaires qui ont les mêmes valeurs que moi, quand on s'assoit ensemble, OK, ça, on veut pas que ça arrive, comment on phrase des contrats pour que tous les deux, on soit confortables. Est-ce que tu as déjà eu, si je peux dire, comme des échecs genre dans ta vie d'entrepreneur ou ça va? Ouais, j'en ai eu. J'ai déjà vendu un édifice à revenus en pensant que j'allais pouvoir me sortir d'un engagement d'hypothèque. Là. Puis j'ai eu une grosse pénalité à payer. Oui? Non. Ouais. D'habitude, c'est comme vraiment des gros pourcentages. Là. C'est comme, en fait, il faut que tu rembourses les intérêts selon tes rendus dans ton hypothèque. C'est ça. J'étais au début. J'étais plus jeune un peu, puis je pensais que j'étais plus vite que ça. Puis, ça a été un mauvais move. Ouais, ça n'a pas été mon meilleur move. Comment tu t'en es sorti? C'est que je pensais que si je remboursais l'hypothèque puis je rachetais quelque chose d'autre, j'étais capable de me faire... Finalement, ça n'a pas marché comme ça, non. Non. Mais parce que là, j'ai de la misère à comprendre, genre, c'est quoi ton timeline, comme... C'est quand que tu es vraiment entré dans le marché de l'entrepreneuriat pour la première fois? Ça a été quoi ton premier move? Au cégep, j'ai acheté un 5 logements. OK, c'est ça, je pensais. Je disais à Camille, je pense c'est qu'il ça, il a a acheté des jeune aussi. son premier... Ouais. Fait que tu avais comme 18, mettons, dans ce coin-là? Moi, je pense que j'avais 20 ou 21. OK, ouais. 20, ouais. Ça fait un petit peu plus de sens financièrement. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours magasiné ça. Ouais, t'avais hâte quand t'étais jeune. Ouais. Je pense à moi-même, à certains amis qui est comme... On check toujours, genre, faut voir Centré, ça c'est va tout le être... temps ouvert. Ouais, comme ça va être quoi mon premier projet immobilier. Puis comment t'avais réussi à genre te financer pour ça? C'est pas indiscret? Dans le fond, j'avais économisé un peu de sous en travaillant. J'ai acheté un jumelé à Magog, puis j'avais fini le sous-sol. Je l'ai revendu vite. Puis là, j'avais un peu plus de sous. Puis après ça, j'ai étudié en comptabilité. Ah, oui. Ouais. Puis je pouvais avoir une marge de crédit chez Desjardins. OK. Puis j'ai pris toute cette marge-là, puis j'ai acheté un édifice à revenus. Hey,
Hey, ça, c'est un gros move quand même, là. Ouais. Est-ce qu'après ça, tu as comme toujours vogué sur ce financement-là en grossissant ou tu as déjà eu des fois où il a fallu que tu empruntes plus puis que là, c'était un plus gros risque, mettons? Ben, à un moment donné, il a fallu que je la ferme, là, cette marge de crédit-là, parce Ouais. que j'allais pas à l'école. Ben oui, j'ai souvent emprunté des sous à la banque ou à d'autres particuliers pour faire des projets. Oui, ça m'est arrivé. Ça va sûrement m'arriver encore. Oui, c'est ça. Comment Ouais. tu gères ça, toi? Tu sais, pas la prise de risque, mais le fait de toujours grossir, mais avec des dettes en même temps. Ben, c'est soit ça ou je fais pas de projet. C'est ça. Après ça, j'espère que je le calcule un peu là, avec Gabriel. Là, tu sais, on s'assoit et on regarde ça. J'aime ça, je le calcule un peu. Vraiment, c'est un être humain exceptionnel. Mais si t'es étudiant en comptabilité, ça veut dire que... J'ai étudié en comptabilité, mais j'ai jamais gradué. Fait que j'étais allé au cégep. J'ai pas terminé mon cégep. OK. Après ça, j'ai travaillé. Après ça, je suis retourné à l'université comme étudiant libre à 21 ans, à Concordia. J'avais une copine à l'époque, puis on habitait à Montréal. Puis, j'ai pas gradué non plus de ça. À un moment donné, j'avais comme plus... C'était pas pour toi. J'avais pas full d'intérêt. Là, tu sais, j'y allais parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille, puis c'était important. Puis j'ai jamais gradué. Puis, Ben, j'ai comme fait des projets. Après ça, j'ai été pas mal impliqué en ski. Puis... ouais. Ouais. Mais ce que je me demande, c'est justement, mettons, quand tu as acheté ton premier immeuble ou tu étais dans tes débuts de ces projets-là, c'était quoi tes ambitions? Est-ce que tu te voyais comme faire ça ou tu te projetais même pas tant que ça plus loin? Ouais, je me voyais avoir plus d'édifices à revenus. Ok. J'avais toujours aimé un peu j'ai toujours aimé la restauration. Puis j'aimais aussi faire du ski. Là. Fait que, tu sais, ma vie, c'était je faisais des blocs appartements un peu, du ski l'hiver puis de la restauration l'été. C'était Oui. ça c'était Parce pas mal que ça c'est ma ça, vie. le ski, c'est juste l'hiver. Fait C'est que là, ça. t'arrives à l'été, faut que Exact. t'aies d'autres C'est projets. comme ça que j'ai organisé peut-être je sais pas là, comme de 15 à 25. Là, c'était pas mal de même que ma vie était organisée. Mais Ouais. finalement, c'est encore un peu ça aujourd'hui. Ouais, Ça, c'est je les fais immeubles moins à de ski, revenus, là. c'est la Je fais- réservation. Ouais, le Ouais, ski, la là, t'es restauration. pas mal sorti de ça. Là. T'es Ouais, plus, ouais, tu ouais. coaches plus. Je fais un petit peu là, de bénévolat au club de ski Harford. Comme j'aurais la misère à me sortir de ça. C'est ma Ouais, première hein. famille. Ouais. 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 Puis l'opportunité des enfants terribles, ça s'est présenté comment? C'est quelqu'un qui m'a approché. Quelqu'un à travers le ski qui m'a approché, qui m'a dit Hey, Chuck, je me cherche un partner pour ouvrir les enfants terribles. Finalement, on a parti ça ensemble. Cette même personne est partie en politique. Au moment où il est allé en politique, il y avait comme des critères. Là, puis quand tu as un débit de boisson avec une présence en politique, ça fait pas un hyper bon ménage. Oh. Ouais. Puis, on s'est juste dit, lui, il était plus vieux que moi un peu, il m'a dit, hey, Chuck, je souhaite aller en politique, j'ai une opportunité avec la CAQ, puis maintenant, c'est le député d'Offord, deuxième mandat. Puis, on s'est juste dit, OK, ben, je te rachète ou tu me rachètes, puis ça a super bien fini, puis c'est encore un ami, puis on se parle aujourd'hui. T'as pris C'est la cool. relève. Ben, t'as pas pris Ouais. la relève. Ben, Ouais, oui, c'est ça. Ouais. C'était un peu plus moi qui s'en occupait. C'était un peu plus moi qui était impliqué. Fait que c'était quand même naturel. Il est bien sorti. Moi, Ça s'est bien passé comme Ouais. séparation. Ouais, C'était ouais. organique. On est encore Ouais. proche. Puis, tu te considères-tu comme un entrepreneur, ben, c'est une drôle de question. Ben, c'est évident la réponse, là, mais Ouais. qui prend des risques ou, tu sais, tu fais plus attention. Bon, visiblement, je pense que tu prends quand même certains risques des fois, tu sais, mais... Ouais. Ben, oui, je suis sûr que je prends des risques. Je pense que j'en prends moins ou sont plus calculés. Ouais. Ouais. Ou je les prends mieux, mais c'est certain que j'en prends. Là. Mais je pense que c'est plus calculé qu'avant. Comme quand on a parti Enfant Terrible, c'était vraiment Jedi. Puis là, J'aime ça, Jedi. C'est ça. Là, c'est plus organisé un peu. J'ai une meilleure idée de où je m'en vais. L'autre chose, c'est Enfant Terrible, je l'ai démarré. Le reste, c'est des acquisitions qu'on a financées avec une institution financière. Fait l'institution financière, ils calculent certains ratios, ils te demandent de mettre une mise de fonds, puis eux, ils font aussi leur vérification diligente, puis ils regardent un peu l'historique des revenus, l'historique des dépenses, ils regardent les états financiers des compagnies que j'ai, puis quel genre d'opérateur je suis, puis eux, s'ils se commettent, ben, souvent, c'est parce qu'ils voient qu'il
y a un certain potentiel où... Fait que, oui, c'est des risques. Oui, je prends des risques. Je pense qu'ils sont plus calculés que moins calculés. Oui. Mais c'est sûr que si tu fais affaire avec des banques, eux autres, ils calculent. Fait qu'il faut que tu connaisses tes chiffres, là. Ouais. Tu n'as pas le choix de leur présenter quelque chose qui a de l'allure puis de connaître ça, là. Ouais. Est-ce que tu rachèterais un restaurant en faillite pour le faire remonter, mettons? Ça serait-tu ton genre ou t'aimes mieux racheter quelque chose qui fonctionne déjà bien? Je l'évaluerais s'il cadrait dans mes paramètres, là. Et s'il y avait, mettons, 60 000 clients par année, s'il y avait un historique de revenus, si l'édifice était... Je pouvais avoir l'édifice en détention. Si j'ai pas ça, c'est comme des paramètres de base dans lesquels je souhaite opérer, je l'évaluerais. Est-ce que j'irais? Je sais pas. Il faudrait que démographiquement, il y ait du monde autour. C'est sûr que la pandémie nous a fait réfléchir aussi, dans le sens où les streams de revenus, là, take-out, livraison, puis salle à manger, ben, j'ai certaines réflexions par rapport à ça. Fait que dans le futur, il y a des choses que je voudrais voir ou du moins être en mesure de mettre en place. Puis au niveau, mettons, tu sais, Magog, c'est super fort l'été. Comment tu fais pour gérer ton cash flow en hiver? Est-ce que tu t'appuies juste sur le principal ou bien tu as des méthodes de fonctionnement ou tu fonctionnes avec du financement, des marges? Comment toi tu gères ça? Non, ben, la restauration, tu peux pas vraiment... Au risque de me tromper, là, mais tu peux pas vraiment avoir de marge ou très petite. Ce qu'on fait, c'est que maintenant, on sait un peu c'est quoi nos volumes d'été puis c'est quoi nos volumes d'hiver. On essaie de planifier un peu nos volumes puis on essaie de planifier un peu nos dépenses. Dans le fond, l'été, on sait qu'il y a plus de monde. L'hiver, on s'arrange pour dépenser pas de sous ou le moins possible. OK. C'est comme ça qu'on le planifie. Mais non, il n'y a pas vraiment de marge de crédit. De marge de crédit, bien, c'est parfait. Mais en coiffure, c'est comme ça aussi. Ça prend un certain nombre d'années pour avoir une marge, puis il faut vraiment que tu prouves tes affaires, puis c'est super long. Je pense que c'est des domaines qui se ressemblent, mais par rapport aux risques, là, il y en a beaucoup un peu partout qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, qui ferment. Fait que... Oui, mais je pense que ça se ressemble quand même parce que, tu sais, la coiffure, la restauration, tu sais, même Audrey et Andy, c'est ça qui oui, c'est vrai qu'ils disaient parce que les autres, ils ont des salons de barbier puis des restaurants. Il y a quand même des ressemblances. Mais... Puis, pour conclure, on aimerait savoir, c'est quoi tes ambitions futures ou comment tu vois ta carrière d'entrepreneur évoluer? C'est une drôle de question quand même. Mais... J'aimerais ça peut-être faire un peu d'événements. J'aimerais ça pour la région. Ça, c'est quelque chose que je souhaiterais faire. Organiser des événements. J'aimerais ça. J'aimerais ça genre faire... quoi? Je suis curieuse. Peut-être un événement au Morford. J'aimerais ça. Des événements où peut-être il y a de la nourriture, du vin, de la bière, peut-être un peu de musique. Il y a une question d'hospitalité puis de restauration qui, je trouve, vont bien ensemble. Peut-être de l'hôtellerie, j'aimerais ça. Dans le sens où j'aimerais ça mettre à profit la capacité ou la connaissance qu'on a d'accueillir des gens, de les faire sentir bien chez eux, puis de le transposer vers peut-être un projet hôtelier. J'ai rien dans le pipeline, mais quand je rêve, ça pourrait être ça. J'aime vraiment travailler en Estrie. J'adore ma région, puis je souhaite être là pour son développement. Je suis content de voir l'engouement qu'il y a eu pour la région de Magog-Offord avec la pandémie, puis je souhaiterais que ça reste. Je pense que pour que ça reste, il faut qu'il y ait une certaine offre et d'hébergement, et de restauration, et d'hospitalité. Je pense que ça va comme un peu ensemble. Ma vision d'horizon, ça serait ça. Puis si j'arrivais à faire de l'immobilier avec certains commerces que j'opère, c'est-à-dire créer des milieux de vie où des gens demeurent sur certains sites parce qu'il y a des commerces de proximité qui font en sorte qu'ils se sentent bien. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre à profit. C'est des beaux projets. Oui, ouais, c'est vraiment cool. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Merci à vous autres, les filles. Merci d'avoir pris le temps de te déplacer jusqu'ici pour l'épisode. Ça fait plaisir. Bye! Bye! Bye.